La lumière est disponible d'une façon naturelle. On a le soleil qui émet des rayons lumineux, on a le feu, on a la bougie, on a les lampes. Les lampes, par exemple, il y a des sources qui sont incandescentes, telles que la lampe qu'on voit ici. Il s'agit d'un filament métallique d'une matière qu'on appelle le tungstène. Ce filament-là, lorsqu'il est traversé par l'électricité, il devient rouge, s'échauffe beaucoup et émet des rayons lumineux qui remplissent l'espace où nous sommes et nous fournit un espace visible. Les sources fluorescentes sont plus intéressantes en termes de consommation d'énergie. Elles consomment moins. Elles produisent aussi de la lumière intense qui nous permet de vivre les yeux ouverts pendant la nuit et bénéficier de belles soirées. Nous, aujourd'hui, on va parler du laser. Le laser, c'est autre chose. Mais avant cela, parlons de la dispersion de la lumière. La lumière blanche que nous avons à travers le soleil, par exemple, ou bien produite par une lampe, c'est une lumière qui est composée de plusieurs couleurs. Elle n'est pas monochromatique, elle est polychromatique. Pour décomposer la lumière blanche en ses composantes, on peut avoir recours au prisme. Le prisme, c'est un élément réfractif qui a deux surfaces réfractives. La lumière blanche attaque la première surface, la surface que vous voyez à gauche. Cette lumière blanche sera réfractée à l'intérieur du prisme, puis après, elle sort de l'autre côté du prisme à travers une deuxième surface. Une deuxième réfraction aura lieu et on voit les composantes de couleur de la lumière. Il est possible également de voir une autre double réfraction. Lorsque le ciel est dégagé et il a plu, ou bien il pleut encore, il y en a des gouttelettes qui tombent du ciel. Ces gouttelettes en suspension peuvent rencontrer des rayons lumineux. Alors, le rayon lumineux, tel qu'on le voit dans la figure, il attaque la gouttelette, c'est un petit ballon, et ce ballon-là est traversé par ce rayon-là. Donc, ce rayon va attaquer la première surface, il va pénétrer dans la gouttelette jusqu'au fond. Au fond, le rayon est réfléchi par la surface arrière de cette gouttelette. Il revient et repasse par une deuxième surface et sort de la gouttelette. Lorsqu'il sort, il se réfracte une deuxième fois. Donc il se réfracte en entrant, puis il va jusqu'au fond, il est réfléchi, puis il se réfracte encore et ça fait ce que le prisme fait et on voit l'arc-en-ciel. Le laser, c'est un non composé. Il est composé de light, lumière, L, amplification by stimulated emission of radiation. Et donc, c'est une amplification de lumière par une émission de radiation qui est stimulée, qui n'est pas spontanée, qui est excitée d'une façon artificielle par l'être humain. Avant de parler du laser, parlons de la cohérence. Avoir quelque chose de cohérent, ça veut dire avoir quelque chose de maintenu, quelque chose de robuste. Les briques avec lesquelles on fait les maisons, si elles sont bien ordonnées, bien cohérentes entre elles, le mur est robuste. La lumière, c'est la même chose. Et donc, les briques ont une relation géométrique entre elles. Les composants de la lumière, les ondes de la lumière, si elles ont une coordination, une relation spatiale, on dit qu'il s'agit d'une cohérence spatiale. Si ces ondes ont aussi une corrélation temporelle, on dit qu'ils ont aussi une cohérence temporelle. Pour la figure qu'on voit ici en haut, elle n'est pas ni cohérente spatialement, ni cohérente temporellement. Donc, pas de cohérence du tout. C'est la figure numéro 1. La figure numéro 2, par contre, plus loin là-bas, c'est une figure où il y a une cohérence spatiale, mais il n'y a pas une cohérence temporelle. Pour la figure ci-bas ici, à ma gauche, c'est une figure où il y a une cohérence temporelle, mais malheureusement, il n'y a pas de cohérence spatiale. Pour la dernière figure, là-bas au fond, la quatrième, il y a une cohérence spatiale, également une cohérence temporelle. Ça, c'est très important. Sans cette cohérence, on ne peut pas faire des fibres optiques. On ne peut pas faire la communication optique. On ne peut pas faire la communication rapide. On ne peut pas faire ce qu'on appelle fiber to home, la fibre à la maison. Donc, toutes les technologies sont basées sur la cohérence. Les lasers qui coupent les métaux se basent sur la cohérence. Les lasers qu'on utilise pour la peau, pour faire des designs, pour enlever le tatouage, tout ça, ça utilise la
la cohérence. Donc, encore une fois, on voit les 4 cas de figure. La deuxième, elle est cohérente spatialement, pas temporellement. La troisième, elle est cohérente temporellement, mais pas spatialement. Et la quatrième, c'est la meilleure, c'est que la technologie utilise actuellement. Le laser, c'était une grande découverte. Ça a été découvert en 1962. Ça fournit tout d'abord la cohérence dont on a parlé tout à l'heure. Ça fournit également le monochromatisme, c'est-à-dire une seule couleur. On peut avoir un laser vert, un laser rouge, un laser violet, un laser jaune, et on peut même avoir un laser qui émet à des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles, les infrarouges, tels que les longueurs d'onde télécom, 1550 nanomètres et 1320 nanomètres. Ce sont des ondes monochromatiques, mais qui ne sont pas visibles. On les utilise dans les télécommunications optiques. Le parallélisme, le faisceau laser n'est pas un faisceau divergent qui remplit tout l'espace. C'est important d'avoir des faisceaux qui sont très divergents, où la lumière va dans toutes les directions. C'est le cas des lampes, parce qu'on a besoin de ça pour que toute la chambre soit éclairée. Il faut que la lampe diverge les rayons dans toutes les directions. Par contre, pour d'autres applications, si on veut montrer sur le tableau quelque chose, ce qu'on appelle pointeur, là, a besoin que la lumière soit mince et parallèle, chose que le laser peut faire. La quatrième chose, si la lumière, elle est fixée, elle est parallèle, elle est condensée sur une ligne, on peut faire de sorte que cette lumière soit intense à un point que ça peut même couper le métal. Ça peut aussi faire des dessins sur les métaux. Ça, c'est bon. Mais le laser, comment il fonctionne? C'est un peu compliqué. Vous connaissez certainement les chutes de Niagara. Il y a de l'eau qui tombe. Vous le voyez ici. L'eau tombe tout le temps. Il coule. Chaque instant. Il y a quand même une activité. C'est que l'eau est en haut, maintenant devient en bas. Lorsqu'on est en haut, c'est-à-dire qu'on possède un niveau énergétique élevé. On a d'énergie. Si tu es sur le toit de ta maison, alors tu n'as pas besoin d'un effort. Il suffit que tu lâches toi-même, tu vas tomber, tu vas faire une activité de 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres, sans aucun effort. Mais si tu veux monter au toit, tu as besoin d'un effort, bien entendu. Tu dois consommer d'énergie. Maintenant, le fait que tu tombes, l'énergie, elle est perdue. Elle est perdue où? Si tu tombes sur un lit, tu vas le casser. Il y a de l'énergie qui a cassé le lit. Maintenant, si tu tombes sur un tas de sable, tu vas faire un trou dans le sable. C'est-à-dire que cette énergie-là a été utilisée pour faire le trou. Alors, les chutes de l'eau peuvent être avec de l'électricité, par exemple, tout simplement, que lorsque l'eau coule, on peut le canaliser, tel qu'on le voit ici, et lorsqu'on le canalise, ça va aller jusqu'à une turbine, et cette turbine a un axe, et un axe, c'est l'axe d'un moteur, c'est l'axe d'un dynamo, il y a un aimant qui est là-bas, et on peut faire l'électricité. Vous savez que lorsqu'on tourne quelque chose, et on fait du bobinage tout autour, on peut faire de l'électricité. C'est le cas où lorsque vous conduisez la bicyclette et vous avez une rondelle qui touche le pneu de la roue, lorsque cette rondelle-là tourne, il y a un axe qui tourne avec, tu as un bobinage après et tu peux récolter de l'électricité qui va éclairer le chemin devant la bicyclette. C'est le même principe, on l'utilise avec les chutes d'eau. Et donc, le fait que l'eau soit en haut, ça c'est un avantage, c'est de l'énergie qui peut être utilisée pour faire quelque chose. Le laser, c'est la même chose. On a les atomes et on a des électrons qui orbitent tels qu'on le voit ici. Ces électrons ont des niveaux énergétiques différents. Si par chance ou bien d'une façon artificielle, on fait monter un pour qu'il passe au nuage, cet électron dans un état, on l'appelle un état d'excitation. Alors, lorsqu'il retombe au niveau initial, c'est comme toi, lorsque tu tombes du toit sur un sable, tu vas faire un trou, il y a de l'énergie. Bon, l'énergie perdue, le fait que l'électron a perdu, il y a un photon qui se dégage d'une façon perpendiculaire à ce saut. C'est un photon. Le problème, ce photon-là, ça se dégage d'une façon spontanée. Donc, ce n'est pas régulière. Donc, ce n'est pas cohérent parce que les photons qui sont dégagés l'un après l'autre ou bien en même temps, il n'y a pas une relation entre eux. Mais
nous avons besoin de la cohérence. Comment faire cette cohérence? Alors, tout simplement, on utilise un principe de notre vie quotidienne, c'est que l'effet, il suit la cause et prend les mêmes caractéristiques. Je donne un exemple. Un enfant dans la garderie, il est derrière, dans la queue devant la salle, il veut jouer, il pousse son camarade qui va tomber sur l'autre, et il y a une onde qui se propage. Si l'enfant a poussé le premier enfant qui a fait un pas, mais en faisant un pas, il va toucher le prochain va faire le même pas, avec la même grandeur. Pourquoi? Parce que l'effet suit la cause. Si tu t'as poigné, lorsque tu mets un coup de poing au sable, tu vas faire ta trace exactement là-dedans. Donc, toujours l'effet suit la cause. Tape fort, rentrer fort. Si ta est grande, la même chose, voir la force dans le sable, toujours fait cause. Et donc, si on fait un photon qui roule à une longueur d'onde de 200 nanomètres, lorsqu'il va exciter un ion qui va émettre un photon lorsqu'il tombe de l'état supérieur, certainement, ce deuxième photon by stimulated enough radiation, ce deuxième photon stimulé, il a les mêmes camps qu'il a créés. On va exciter les atomes, élève les électrons à des niveaux énergétiques hauts. Et puis, on va faire en sorte que le photon qui a été, il va exciter un autre, l'autre va exciter l'autre, etc. On fait du miroir. Et on laisse l'électron balancer entre les deux miroirs. Il fait des va-et-vient, les photons font des va-et-vient entre les miroirs, excite les atomes qui élèvent les électrons à des niveaux énergétiques plus hauts. Problème. Ok, il y a beaucoup de photons qui se créent, c'est beau, mais ils sortent pas. Ils sont entre deux miroirs. Là vient l'idée. Le miroir que vous voyez à droite, là, celui-là, ici, le dernier à droite, là, il n'est pas réfléchissant à 100%. Il est seulement réfléchissant à 98%. Il y a quelque chose qui s'infiltre, il y a des photons qui s'infiltrent à travers ce miroir-là, celui que vous voyez à votre droite là, ça s'infiltre à travers ce miroir-là pour sortir. Combien? 2%. Pourquoi? Parce qu'on veut que les 98% là continuent à exciter les atomes pour créer d'autres photons. Mais, chose qui est sûre, la minorité qui sort, les 2% qui sortent, ils sont en phase, il y a une relation entre eux, ils sont. C'est comme ça que ça fonctionne, le laser. C'est aussi simple que ça.